l'université pour ce colloque sur les langues d'Océanie que je suis extrêmement heureux d'ouvrir ce matin avec vous. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les remerciements, mais je vais tout de suite en faire un pour le thème et l'organisation du colloque et remercier sincèrement Bernard Rigaud et son équipe pour avoir conçu et monté cette semaine d'études et de partage sur les langues d'Océanie. En faisant cela, vous placez vraiment l'université dans son rôle de développeur des savoirs et d'agitateur des consciences sur les grandes problématiques de notre société et bien évidemment de la société calédonienne. Pour les langues d'Océanie et plus particulièrement pour les langues de la Nouvelle-Calédonie, je vous le dis, il y a urgence déjà à en développer et en diffuser une connaissance profonde, précise, scientifique. À travers l'accord de Nouméa, ces langues s'affirment comme des moments, comme des espaces de culture et d'enseignement. C'est le même accord, l'accord de Nouméa, qui demande à l'université de répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. En 2016, il y a maintenant, bien entendu, urgence à connaître très précisément ces langues et à pouvoir les enseigner. Nous sommes presque au terme normal de l'accord de Nouméa, donc qui a été signé il y a maintenant déjà 18 ans. Des langues sont menacées d'extinction par le très faible nombre de locuteurs encore en vie. Nous, en tant qu'universitaires, particulièrement investis pour la Nouvelle-Calédonie, nous ne pouvons pas accepter cela. Une langue qui disparaît, c'est une partie du bien commun de cette planète qui disparaît, comme l'a expliqué Fabrice tout à l'heure. Je voulais donc commencer en soulignant l'importance du travail que vous allez accomplir cette semaine, mais surtout la tâche qui reste à accomplir et donc son urgence. La question des langues dépasse le simple plan pédagogique ou scientifique. Elle renvoie à notre quotidien, notre environnement multilingue et engage la société de demain. Ancrée dans le pays et la région, l'université est pleinement investie dans cette problématique qui concerne les héritages océaniens, la jeunesse du pays et sa formation. L'affiche de ce colloque présente un enfant et un adulte qui pourrait être son grand-père. La question n'est pas l'opposition artificielle et éculée entre tradition et modernité, mais plutôt de quels outils disposons-nous aujourd'hui pour que les langues puissent continuer à vivre, à s'échanger, à être enseignées et, ce faisant, à nous apprendre. Car, comme le montre brillamment le professeur Evans dans son livre « Ces mots qui meurent, les langues menacées et ce qu'elles ont à nous dire », chaque langue, par sa structure, nous fait découvrir une autre facette de l'invention humaine qu'il faut comprendre et retenir. Ici, la question de la connaissance linguistique est indissolublement liée à celle de la valorisation, de la transmission et également de l'innovation. C'est la raison pour laquelle ce colloque est d'abord un espace de partage d'expériences et également la première étape, je l'espère, de projets de collaboration entre chercheurs et enseignants en ou sur les langues issues de différents pays du Pacifique. Je me réjouis profondément que, en plus des échanges entre Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, nous ayons l'opportunité, la grande chance de bénéficier d'une collaboration approfondie avec nos amis australiens. Je veux souligner aussi la chance que nous avons, ce n'est pas si fréquent, que ces amis anglophones nous fassent la grande amitié de venir à Nouméa et plus encore de s'exprimer en français. La recherche ici est fondamentalement tournée vers des visées pratiques. La documentation linguistique, l'archivage, la conception d'outils pédagogiques et multimédia, etc. Cette recherche participe du lien entre ce grand-père, l'enfant et les générations futures. Et l'on sait, ici peut-être encore plus qu'ailleurs, l'importance de ce lien et de la transmission dans toute l'Océanie. Avant de terminer, je vais adresser mes sincères et chaleureux remerciements aux personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque, à messieurs les sénateurs coutumiers et responsables coutumiers du Conseil d'air Djoubéa Kapoumé, à madame Hélène Yekawé, membre du gouvernement, qui a déjà parlé tout à l'heure, qui est en charge de l'enseignement. Je la remercie pour son soutien actif, y compris financier, pour cette manifestation.
Merci pour leur collaboration à ce colloque aux équipes du Center of Excellence for the Dynamics of Language de l'Australian National University et du programme Paradisec, et tout particulièrement à leurs directeurs respectifs, Nick Evans et Nick Teiberger. Nick Evans est de l'ANU et Nick Teiberger de l'Université de Melbourne. Merci à Serge Tcherkezov, cheville ouvrière de ce projet, je dirais cheville ouvrière une fois de plus, hein, cher Serge. Merci également à l'antenne EHESS de Canberra. Merci au Fonds Pacifique pour son appui précieux. Merci à l'équipe de l'ITSCO de l'Université de Polynésie française. Merci pour leur disponibilité à nos collègues du Vanuatu, de Wallis et Futuna, et également d'Hawaï. Merci à notre partenaire, le Centre culturel Chibaou, également aux jeunes de l'association Découvre ton Caillou, qui co-organise ce colloque. Merci à vous, merci à tous les intervenants pour leur contribution si nécessaire. Aux jeunes étudiants de la filière langues et cultures océaniennes pour leur investissement dans la gestion logistique. Merci à la filière LCO et aux membres du CNEP qui ont créé une équipe soudée qui a permis la réalisation de ce colloque en collaboration avec les groupes que je viens d'énumérer. Et enfin, même si c'est moins visible, merci aux équipes de l'université qui contribuent dans l'ombre à la préparation et à la valorisation de ces événements, et notamment l'ADPIL, le service logistique, et la communication. Je terminerai en rappelant qu'à travers l'étude des langues, on n'acquiert pas seulement la faculté de communiquer avec d'autres personnes, avec d'autres civilisations. On apprend également leur façon de penser, leur culture, leurs valeurs, leurs histoires et leur façon d'appréhender la vie. Apprendre les langues, c'est apprendre à connaître l'autre, et c'est donc s'ouvrir au monde. Je crois qu'on en a rarement eu autant besoin. Je vous remercie tous et je vous souhaite un excellent colloque et je vous souhaite des travaux extrêmement productifs. Merci à tous. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, on m'a chargé de la modérature de cette première présentation. On en aura beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour remercier également l'association Découvre ton Caillou qui a aussi œuvré dans l'organisation de cette manifestation. Ils seront encore avec nous ce soir pour nous honorer d'une prestation. Donc, avant de poursuivre avec Bernard, je vais demander s'il y a des informations pratiques avant de poursuivre. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Je vais en profiter pour vous présenter rapidement juste l'équipe d'organisation. Si vous avez des questions ou des besoins particuliers, n'hésitez pas à vous adresser à Suzy Berhounet, qui est là, à Leslie Van de Putte-Tavo, qui est là, et à Stéphanie Genex-Rabot, qui est là, ou à moi-même, Anne-Laure Dott. Et Bernard également, hein, si jamais il y a des besoins. Dans la pochette que vous avez reçue, vous avez le programme sur lequel il y a quelques petites modifications à apporter. Et aussi, j'ai des formulaires à vous distribuer avec des codes d'accès Wi-Fi pour lesquels nous vous demanderons de bien vouloir nous retourner la moitié de la page qui est une autorisation encore qui vous engage sur votre responsabilité sur les données qui sont transmises. Vous avez normalement tous reçu par mail des autorisations à l'image qu'une grande partie d'entre vous nous a renvoyé complétées. Donc je vous remercie de votre réactivité. Certains ne l'ont pas fait, donc pour les mauvais élèves, j'en ai quelques-uns là. Si vous reconnaissez, merci de les compléter et de nous les remettre. Sinon, j'ai la liste des noms, je viendrai vous chercher personnellement. Voilà, donc toutes les séances vont être filmées et ensuite podcastées sur le site de l'université. C'est pour ça qu'on a besoin de vos autorisations.
Pour les modifications du programme, je vous demande de prendre votre programme et de regarder. Nous avons l'honneur et nous remercions l'Académie des langues kanak qui s'est manifestée et qui va donc faire une présentation. Donc, ils prendront la parole par la présence de Pierre-Christophe Pantz demain, mardi, sur le créneau de 10h50. Donc, la dernière présentation de la matinée de demain sera faite par Pierre-Christophe Pantz de l'Académie des langues kanak. Et la présentation de Suzy et de Stéphanie sera décalée à jeudi matin, juste avant l'équipe australienne. Donc, on rajoute un slot là, le jeudi matin. D'accord ? L'autre modification... Donc cet après-midi, Jean-Yves Cartonneau pour le CELC a été sollicité pour la signature d'une convention, donc il présentera plus tard. À quelle heure du coup ? Donc voilà, donc Samantha a accepté de faire sa présentation plus tôt, c'est ça ? Ok, on redécale tout. Alors, cet après-midi, on commencera par Patrick Rory pour le Vanuatu, ensuite la présentation de nos amis de Wallis et Futuna, puis celle de Samantha, et enfin on terminera avec Jean-Yves Cartonneau. Donc on a juste décalé la première présentation. Voilà pour les changements de programme. On s'excuse pour ces changements de dernière minute. Oui. Oui. D'accord. Ok. Donc, la dernière partie du matin, c'est ça ? Ce sera déjà des premiers ateliers. Ok, parfait. Très bien, merci. Alors, juste pour l'organisation, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'université, donc là, on est dans l'amphi 250. On sera là toute la journée aujourd'hui, demain et vendredi matin. Jeudi, on sera dans l'amphi 200, qui est de l'autre côté de là où nous avons fait la coutume, donc dans le bâtiment de l'administration. Ça, ce sera pour la journée de jeudi. Et pour les conférences en soirée, nous serons dans l'amphi... Alors, ce soir et demain soir, nous serons dans l'amphi 400, qui est le grand amphi, là où derrière lequel nous avons fait le geste de la coutume ce matin. D'accord ? Pour les pauses, on sera juste ici, derrière, et vous avez des toilettes là-bas, dans le couloir. Voilà. Je crois que j'ai donné toutes les informations cruciales. Je laisse Fabrice modérer cette première session. Merci. Voilà, merci beaucoup Anne-Laure pour ces informations pratiques. On va tout de suite commencer à entrer dans le vif du sujet avec Bernard Rigaud qui va nous mener dans une réflexion autour des langues kanak et le pluralisme démocratique. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole pour 35 minutes d'intervention et on aura ensuite 15 minutes de questions et d'échanges avant de prendre la première pause. Voilà, je cède tout de suite la parole à Bernard. Merci Fabrice, merci à tous. Donc langue locale et universalisme démocratique. On pourrait jouer sur les mots. C'est bien le moins que l'on pourrait faire dans un colloque dédié aux langues. Le titre de ma communication semble ainsi poser un paradoxe sémantique. L'universalité vise l'unité, uni versus. Les peuples sont divers avec des langues diverses. La démocratie a-t-elle vocation à fabriquer de l'unité ou la pluralité est-elle sa condition de possibilité ? Alors, faisons une remarque préliminaire. Lors de l'enquête linguistique effectuée à l'occasion du recensement de la population en 1999 en France, 26% des adultes déclaraient avoir été élevés dans un cadre bilingue. 400 langues ont ainsi été identifiées, parmi lesquelles 75 langues de France, dont 54 en Outre-mer, langue polynésienne, kanak, amérindienne. Alors on appelle langue de France une langue parlée par des citoyens français sur le territoire de la République et qui ne sont langues officielles d'aucun État. Le plurilinguisme est donc dans l'espace de la République française un fait massif qui contraste avec une école
à forte tradition monolingue. Cette tradition remonte à Richelieu, qui créa l'Académie française. Avec elle, la langue de Corneille ou de Racine gagne en unité et ignore désormais les patois, les langues des métiers, les argots, les provincialismes. Et c'est ainsi que la pluralité du verbe de Rabelais a durablement cédé le pas à la pureté de la langue normée. Reste que, pluralité des régions ou mobilité des populations, le plurilinguisme demeure un fait. Il est particulièrement marqué dans les collectivités d'outre-mer qui se caractérisent à la fois par une grande diversité des langues locales et par leur statut inégal dans un contexte postcolonial. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, il existe des langues qui ne sont plus parlées que par quelques dizaines de locuteurs, Ara, Nekui, Sitché, Puapua, tandis que les 4 langues de l'évangélisation, Djéou, Nengone, Paichi, Adje, peuvent être apprises de l'école primaire jusqu'à l'université. On peut ainsi distinguer le phénomène d'une double diglossie. D'un côté, une langue dominante, français ou anglais, d'un autre côté, les langues locales. D'ailleurs, on pourra, à ce sujet, noter qu'une langue n'a pas vocation à être dominée ou à être dominante. Le français peut être dominant en Nouvelle-Calédonie et dominé au Canada. C'est l'histoire qui confère des statuts variables aux langues, pas leur spécificité linguistique. Toujours, deuxième aspect de la diglossie, il peut très bien y avoir l'hégémonie d'une langue locale sur les autres. Le tahitien sur les autres langues polynésiennes, marquisien, pomoto, etc., ou les langues kanaks de l'évangélisation sur les autres langues. Les politiques linguistiques sont diverses et ambiguës. Ainsi, la loi organique de la Polynésie française affirme en 2004 que la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle, la définissant ainsi seulement comme langue de culture, tandis que l'accord de Nouméa disposait dès 1998, en son article 1.3.3, que les langues kanaks sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture. Pour autant, la politique linguistique en Polynésie française est bien plus soutenue qu'en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, il existe depuis 1997 un CAPES bivalent tahitien-français, alors que rien d'équivalent n'apparaît pour les langues kanaks, en dépit de l'accord de Nouméa. Quant aux wallisiens et aux futuniens, il faut attendre 2016 pour que ces 2 langues puissent être présentées au bac et pour qu'apparaisse une académie des langues wallisiennes et futuniennes, alors que ce sont bien d'abord et surtout avec ces langues que la population communique à Wallis et à Futuna. D'une manière générale, il existe une grande distorsion entre ce que les sciences, linguistiques, psychologie cognitive, sociolinguistique, sciences du langage, etc., nous disent, et les représentations partagées par les usagers de la langue, et plus particulièrement les familles, les apprenants et les enseignants. Dans le Pacifique francophone, des expériences pédagogiques de renforcement de l'enseignement des langues locales au niveau des classes primaires réalisées de 2005 à 2014, et là, évidemment, j'ai une pensée pour Jacques Vernodon, Miros Paya, ont montré la réalité des effets d'un bilinguisme additif. Et donc, ce qui a bien été montré, c'est que le renforcement de l'enseignement des langues locales participe non seulement à la consolidation de la langue native, mais au renforcement de la maîtrise de la lecture, aussi bien en langue maternelle qu'en français, profite aussi au transfert des compétences interlangues, à l'augmentation de l'estime de soi, à la réappropriation de l'espace scolaire. Fort de ce constat, il faut ici insister sur 3 notions. L'insécurité linguistique, l'insécurité sociale et l'insécurité symbolique. L'insécurité linguistique procède d'un défaut de maîtrise dans une langue. Ce défaut de maîtrise se mesure à l'aune d'une norme. Le français parlé dans la cour de l'école n'est pas nécessairement celui de la classe. Le tahitien de la rue n'est pas celui de l'académie tahitienne. C'est donc dans un environnement particulier que le locuteur éprouve ses manquements par rapport à une norme. Cela a pour conséquence le sentiment d'exclusion, la réticence à s'exprimer, la perte de confiance en soi. On en arrive alors à la seconde expression,
l'insécurité sociale. Le sujet est fragilisé dans sa capacité à se faire entendre et reconnaître. Le premier pouvoir, c'est celui de parler. Privé de parole, le sujet devient un citoyen de deuxième catégorie. L'insécurité sociale et l'insécurité linguistique sont donc liées et articulées à des espaces sociaux particuliers. On peut briller dans un espace et être inconfortable dans un autre. Il arrive toutefois, en contexte diglossique, que le sujet soit en insécurité, aussi bien sur le plan de la langue locale de sa communauté d'origine que sur celui de la langue dominante. Pour autant, si l'enseignement des langues locales est nécessaire pour lutter contre l'insécurité linguistique dans les deux espaces évoqués, il a du mal à convaincre car il se heurte aux effets de l'insécurité sociale que le contexte diglossique et postcolonial a produit. À commencer par le taux d'échec alarmant des enfants des populations locales à l'école de la République. Ce taux fait penser à celui des enfants métropolitains issus de l'immigration, sauf que, en l'occurrence, ici c'est l'école qui vient d'ailleurs et qui n'a pas su ou voulu s'adapter. Du point de vue de l'école, cet échec a longtemps été imputé aux langues autochtones. Du point de vue des populations, la langue native ne sert pas à la promotion sociale, avec un bémol à Tahiti, où l'élite locale commence depuis les années 80 à penser cette langue comme prestigieuse. Historiquement posée comme un espace étranger, monolingue et hostile, l'école a bien des difficultés à intégrer dans ses références éducatives la réalité pluriculturelle et plurilingue de ses élèves. Elle traite les enfants comme des esprits vierges descendus du ciel universel de Platon, mais au lieu d'inscrire en ceci de nouvelles connaissances, elle donne souvent l'impression de gommer les savoirs et savoir-faire dont les élèves disposent déjà. Il n'est pas exagéré de parler de traumatisme familial et transgénérationnel. La disqualification silencieuse de l'espace culturel d'origine finit par provoquer moins le désir d'intégration que la peur de l'assimilation. À bien des égards, réussir à l'école est parfois perçu comme trahir. En Outre-mer, peut-être encore plus qu'ailleurs, la question de la jeunesse et celle de l'éducation sont des priorités absolues si l'on veut éviter les fractures sociales. Dans une classe, la diversité culturelle implique que les enfants ne s'expriment pas à partir des mêmes références culturelles. L'implicite de leur discours n'est pas forcément celui de leur enseignant. Leur prise de parole obéit souvent à des modalités différentes de celles qui sont de règle en classe. Ainsi, l'espace classe peut-il devenir moins un lieu d'information que le lieu de la communication impossible. L'insécurité linguistique, avec toutes les crispations identitaires qu'elle implique, vient précisément de l'impossibilité de se situer, non seulement dans l'espace étrange, voire hostile de l'école, mais parfois aussi dans l'espace familier où la maîtrise linguistique est souvent défaillante. En outre, ce n'est pas la compétence à produire des énoncés qui fait le bilingue, c'est la capacité à s'insérer dans des modalités différentes d'échange. Tant que les enfants océaniens n'auront pas accès aux modalités scolaires de distribution de la parole, ou plus précisément, tant que ces modalités ne feront pas sens pour lui, tant que l'école n'adaptera pas en partie ces modalités aux usages acquis des enfants, certains parmi eux resteront comme muets toute leur scolarité durant, y compris à l'université. L'argumentaire en faveur de la défense des langues locales peut ainsi se poser sur le plan cognitif, sur le plan éducatif, sur le plan patrimonial. Veut-on parler sa langue pour élargir ses capacités cognitives, pour décrocher des diplômes, pour sauver le patrimoine symbolique de l'humanité, voire pour négocier sa place au soleil dans la hiérarchie des dominants? Quel que soit le bien fondé de l'argument, la motivation s'évapore avec la préposition « pour ». Qui a jamais entrepris de chanter pour développer ses cordes vocales? En revanche, si l'on veut me contraindre au silence, je développerai peut-être mes cordes vocales en entreprenant de crier. L'agressé n'a pas besoin de chercher une motivation pour se défendre. De ce point de vue,
la question linguistique est-elle d'abord une question politique? Assurément, si l'on s'en tient à l'histoire. Depuis Richelieu et la création de l'Académie française, l'identité nationale se donnait comme marqueur obligé l'unité linguistique. Au-delà de l'histoire de France, on voit bien que tout pouvoir autoritaire a vocation à s'exercer contre les langues, suspectes a priori comme des cryptolangues. Dans la société de George Orwell, tout le monde est sous le pouvoir de la langue commune qui norme tout, à commencer par la pensée. Lors d'une conférence donnée au centre Djibaou, consacrée au thème « Les langues de la ville », jeudi dernier, une dame dans l'assistance a rappelé avec douceur et grande force « Pour nous, parler dans notre langue, c'est résister ». Dire cela, c'est dire que la question linguistique devient une question politique dès qu'elle n'est pas éthique. Elle s'adosse alors non pas à un principe, mais à un enjeu de pouvoir, lequel devient politique parce qu'il obéit à une logique économique, religieuse, nationaliste. Il faut garder cela à l'esprit quand on veut défendre le plurilinguisme. Cette défense ne manque pas d'arguments, mais leurs effets modestes en termes de représentation et de choix éducatifs nous conduit à rappeler une distinction majeure entre valeurs d'usage et valeurs éthiques. La distinction entre l'utile et la valeur est la même que celle entre le moyen et la fin. L'utilité est dans le pinceau ou le piano, mais la valeur est dans le tableau ou la musique qui ne sont l'instrument de rien. L'égalité de droit de la personne ne repose pas sur son utilité. L'esclave est d'autant plus utile qu'on ne lui reconnaît aucune valeur. Il en va de même de la femme dans un système patriarcal ou sexiste. Ainsi, l'égale dignité des personnes ne peut pas reposer sur une égale utilité. L'égalité est de droit, elle n'est pas de fait. L'anglais, comme langue véhiculaire ou internationale, est plus utile, valeur d'usage, qu'une langue autochtone. Il est l'instrument adossé à une logique économique, elle-même instrumentale. Une langue native participe de l'identité et donc de l'estime de soi, valeur éthique. En ce sens, elle ressort de la valeur puisqu'elle est adossée non pas à une logique instrumentale, mais à la reconnaissance de la personne posée comme valeur en elle-même. On notera par ailleurs que la valeur d'usage de l'anglais comme langue internationale des affaires ou du tourisme est liée à sa pauvreté. Les locuteurs non natifs partagent le plus petit dénominateur commun de la communication en anglais, ce qui est l'exact inverse d'une langue locale menacée. C'est bien pourquoi le principe de l'égalité des personnes implique l'égale dignité des langues. Or, précisément, la démocratie est la seule forme politique qui repose sur un principe éthique, l'égale valeur des sujets. Quelle qu'en soit la pluralité des formes possibles, privilégiant des processus consensuels ou des suffrages majoritaires, la démocratie résorbe le politique dans l'éthique. Non pas un ordre social, mais un contrat social. Ce qui doit prévaloir, c'est la puissance du juste et non pas la justice des puissants. Les parents ou les enseignants ne remettent jamais en cause l'utilité d'apprendre l'anglais, l'informatique ou les mathématiques. Il en va tout autrement de la musique ou de la philosophie qui ne servent à rien. Quant aux langues locales, il semble qu'elles servent si peu. D'où une panoplie d'arguments pour justifier leur présence, modeste, dans le système éducatif. On peut énumérer les arguments patrimoniaux, transmission d'une culture particulière ou préservation d'un patrimoine symbolique de l'humanité, mémoriel, tradition, cognitif, bilinguisme additif, sociologique, intégration, éducatif, réussite scolaire, etc. On pourrait sans mal prolonger la liste, mais, encore une fois, réduire la défense des langues à des arguments utilitaires, aussi justifiés soient-ils, c'est condamner le plus grand nombre d'entre elles parce que c'est passer à côté du plan éthique qui pose la valeur de chacune pour elle-même. Ainsi, les locuteurs d'une langue minoritaire, voire d'une langue menacée, font-ils souvent le choix utile de ne pas transmettre la langue en famille
ou de choisir l'anglais ou l'espagnol en LV2, voire en LV3 pour leur enfant. On peut toujours négocier le degré d'utilité d'un objet ou d'une personne. On ne peut pas négocier le principe éthique qui en pose la valeur morale. De là, l'impact insuffisant de l'argumentaire, notamment auprès des familles. La compréhension de l'utile augmente faiblement le désir de transmettre ou d'apprendre. C'est bien pourquoi il faut revenir à la notion de valeur et à son fondement éthique. La valeur de la personne est posée non pas dans son utilité sociale, mais dans la libre disposition d'elle-même, voire dans la libre disposition de ses appartenances. La loi, dans une démocratie idéale, est le garant de la liberté. Elle est ce qui fait obstacle à un pouvoir qui ferait violence en rompant le principe d'égalité. L'implicite est précisément que c'est la liberté qui est ici posée comme valeur pour elle-même et non comme simple moyen. Le principe d'égalité repose sur l'unique fondement de la morale, le refus de la violence, laquelle se définit toujours par un empiètement de la liberté des uns par la force de quelques autres. C'est bien pourquoi l'égalité de droit fonde la démocratie. En quoi la valorisation des langues locales ressort-elle de l'éthique et par là de la valeur? En quoi est-elle désirable pour elle-même? La première réponse spontanée serait sans doute le respect de la liberté de s'exprimer dans sa langue. La qualité de sujet naît avec sa reconnaissance. Sans estime de soi, il n'y a pas de dynamique motivationnelle pour apprendre la langue de l'autre. Pour autant, si l'on a choisi de s'exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue dominante, on n'a choisi ni sa mère, ni la situation diglossique dans laquelle on est immergé bien malgré soi. Quand elle n'est pas un principe métaphysique insondable, la liberté est le résultat d'un affranchissement. On est libre quand on s'est libéré d'une contrainte, d'un système, d'une servitude. Il importe de situer l'affranchissement dont émane la liberté du sujet, et donc le fondement premier de la valeur. La philosophie inutile explique depuis longtemps que sans liberté de penser, il n'y a pas de liberté du tout. D'une part, une vision culturaliste qui réduit un sujet à l'appartenance d'une langue et d'une culture le réifie comme pur objet d'une tradition figée. D'autre part, une vision universaliste relève toujours de l'ignorance et de l'ethnocentrisme. Dans les deux cas, communautarisme ou hégémonie coloniale, le sujet jouit du confort symbolique de celui pour lequel, local ou global, il n'y a qu'une façon de dire et de voir les choses. Or, ce confort symbolique est aussi une violence. En occultant la complexité du réel humain, il prive le sujet de l'accès à la complexité, la sienne et celle des autres, et, en finale, à l'accès de la pensée tout court. Penser, c'est comparer. Plus ce que nous comparons est différent, plus notre pensée est féconde, car elle est proportionnellement plus affranchie. Les élèves océaniens subissent un handicap là où ils devraient bénéficier d'une chance. Comparer des systèmes culturels qui se sont ignorés pendant quelques millénaires et qui marquent l'amplitude de la capacité symbolique de l'homme. Il importe ainsi que les formateurs respectent cette amplitude, qui n'amalgament pas les concepts d'une culture avec ceux de l'autre. La mondialisation n'a pas commencé avec la société de consommation, mais avec l'évangélisation. Il importe de préserver l'histoire des langues, des cultures et des concepts si on ne veut pas que les océaniens fassent de l'européocentrisme sous les tropiques. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas les vertus de telle ou telle tradition, toujours légitimement recomposée, mais l'amplitude d'une liberté de pensée qui ne va jamais de soi. La diversité culturelle n'impose pas un plus petit dénominateur commun, précisément puisqu'elle repose sur la reconnaissance des altérités. Il ne s'agit pas de s'entendre sur du semblable, mais de donner à comprendre des conformations différentes. Les genres de la tradition orale ne chassent pas ceux de la littérature. La base 5 ne se substitue pas au système décimal. Leur confrontation
permet de mieux saisir ce qu'est le travail de la langue ou l'activité mathématique. La valorisation et l'enseignement des langues locales, outre leurs effets cognitifs positifs, évitent assurément les écueils de l'insécurité linguistique, qui est toujours aussi une insécurité sociale et, partant de là, une injustice sociale. C'est là un de leurs mérites, mais, à mes yeux, ils ont un mérite encore supérieur. Ils doivent participer d'une insécurité symbolique. Nous voici arrivés à la troisième expression essentielle que j'annonçais au début de cette communication. La sécurité symbolique, nous le savons, c'est la confusion du normal et du naturel, de l'ordre social arbitraire avec une nécessité supérieure. Tous les fanatismes et tous les intégrismes, qu'ils soient religieux ou politiques, reposent toujours sur cette sécurité symbolique. L'inquisiteur, le taliban, un combattant de Daesh ou l'agent d'un parti unique ne se pose guère de questions et milite rarement pour le plurilinguisme ou la diversité culturelle. On aurait tort de s'étonner de la nécessité d'une insécurité symbolique. En effet, la liberté de penser repose sur l'insécurité symbolique qui éclate les objets du monde en signifiés pluriels. Le plurilinguisme ne juxtapose pas des lexiques de signifiants interchangeables, il multiplie des rapports possibles au monde et à autrui, parce que chaque langue situe à chaque fois différemment le sujet dans le monde. La liberté de penser est proportionnelle à l'écart sémantique et historique qui sépare les langues. Qu'un Français parle italien ou espagnol, cela ne va guère bouleverser sa quiétude symbolique forte de son héritage latin et chrétien. Il en va tout autrement s'il parle chinois, tahitien ou djéou. Que signifie la philosophie de Descartes dans des langues qui font l'économie du concept d'être ? La possibilité de comparer des langues différentes ménage au bilingue un entre-deux culturel et conceptuel qui lui donne les moyens réflexifs d'identifier les arbitraires culturels, de les adopter, de les adapter ou de les refuser. La neurologie découvre avec Antonio Damasio qu'il n'y a pas d'intelligence élaborée sans émotion. Et nous savons depuis Socrate qu'il n'y a pas de pensée sans inquiétude. L'étymologie nous rappelle que l'émotion n'est rien d'autre que la mise en mouvement. Et l'inquiétude, l'absence de repos. Une pensée alerte est une pensée en alerte. L'esprit saturé de convictions et de préjugés est une intelligence anesthésiée. L'école n'a pas pour mission de donner du confort intellectuel. Elle doit conjuguer l'estime de soi, l'envie de connaître et la pensée inquiète, sans laquelle n'existe pas le sens de l'interrogation. L'insécurité symbolique n'est pas utile à l'ordre social, bien au contraire. Mais elle s'impose comme valeur humaine, puisque c'est à partir d'elle que le sujet peut négocier les normes qui le régissent. La diversité culturelle n'est pas seulement une préoccupation pédagogique, mais un enjeu éminemment éthique et, en finale, politique. Les enfants d'aujourd'hui fabriqueront la société de demain. En ce sens, le plurilinguisme participe de la civilisation telle que définie par Lévi-Strauss. Il participe de la coexistence dans le même espace de cultures différentes. Il offre les conditions, certes, du dialogue dans une langue ou dans une autre, mais surtout, il permet au sujet de dépasser ses appartenances. Par quoi nous pouvons enfin dépasser le paradoxe avec lequel nous avons commencé et répondre à nos interrogations de départ. Les langues locales ne sont pas utiles à la démocratie. Elles participent de son éthique, c'est-à-dire de son essence, parce qu'elles participent de la liberté de penser, sans laquelle l'égalité qui pose la valeur en soi des sujets serait pure illusion. La pluralité linguistique, tout comme la laïcité, est consubstantielle à la démocratie. Vouloir en réduire la portée ou la possibilité, c'est rompre avec le principe qui la sous-tend et en menacer l'existence même. Ajoutons pour finir
et je ferai gagner 2 minutes à Fabrice. Ajoutons pour finir que la violence n'est pas un contenu. Elle est toujours une action immorale parce qu'elle est toujours le fait de considérer l'autre comme un moyen et jamais comme une fin. Sexisme, racisme, esclavage, harcèlement, manipulation en tout genre, spoliation, humiliation, la liste des turpitudes humaines relève toujours de cette instrumentalisation du sujet. L'universalité n'est pas un fait, elle est un idéal éthique, c'est donc dire qu'elle n'a pas d'autre contenu que la pluralité elle-même. Les langues locales, comme toutes les langues, au-delà de leur importance objective sur les plans linguistiques, culturels ou sociétal, valent d'abord pour elles-mêmes en tant qu'elles procèdent d'une pluralité sans laquelle le sujet se dilue dans une appartenance trop abstraite ou s'étiole dans l'étroitesse d'un monde monochrome. Je vous remercie.